Alors, Jean-Luc était membre du club il y a 20 ans, 25 ans. Au tout début, là, quand voilà, il n'y avait pas grand monde à nos soirées, il était là. Donc merci pour ta fidélité. Et c'est un plaisir de te revoir. Tu n'as pas changé, mon cher Jean-Luc. Toi non plus, alors. Jean-Luc est né en 1959. Alors ça, c'est génial. Parce que côté vin, c'est une année qui est juste sublime. J'ai un copain qui s'appelle Philippe Aubrac qui a pleuré le week-end dernier parce que Pascaline Le Pelletier n'a pas été meilleur sommelier du monde. Mais lui, Philippe, il est né en 1960. Et c'est dramatique quand on est amateur de vin d'être coincé entre 59 qui est sublime, ton millésime, et 61 qui est un deuxième millésime sublime. Mais il se rattrape. Il se rattrape avec un petit diplôme, X Télécom. X bon ou Télécom ? Les deux. Les deux, très bien. Et ensuite, tu continues, et là, tu vas rentrer chez Alcatel. Et Alcatel, ton premier job, tu fais quoi ? Je suis ingénieur qui développe des cartes électroniques qui vous ont permis de téléphoner dans les années 80, quand c'était encore difficile. Après, donc, tu rentres dans une TPE et tu rejoins une filiale d'Orange. Elle faisait quoi, la filiale d'Orange ? Elle faisait ce que je fais aujourd'hui, mais en moins bien. En moins bien. Et alors, en 1988, tu crées ta boîte, le groupe Aztec. Tu as toujours voulu créer une boîte ? Tu t'es dit, je veux être indépendant ou pas ? Pas du tout. C'est d'avoir travaillé dans cette filiale d'Orange que ça m'a donné envie, à un moment donné, de faire autre chose. J'avais donc fait 3 sociétés différentes. Et puis, un samedi matin, j'ai dit à mon épouse... écoute, je crois que je vais changer une 4e fois de société. Elle m'a dit, puisque tu es si malin, tu devrais créer la tienne pour voir ce dont tu es capable. Et ça a démarré comme ça. Qui était ton premier client ? Il ne faut jamais oublier son premier client. Oui, alors pardon, mais ici, nous, on a le premier adhérent. Il est où, Jean-Michel Charpentier ? Jean-Michel, il est membre depuis 31 ans du club. Il n'a toujours pas de cirrhose et il est toujours fidèle au club. Voilà. Avec un très joli métier, il est directeur général d'une boîte qui fait des cabines de peinture. Bref, revenons à toi. Donc ton premier client, c'était qui ? Alors le tout premier client, c'était moi qui me vendais en tant que consultant. Ça s'appelait pas comme ça, mais on va dire que c'est Orange aujourd'hui. D'accord. Et aujourd'hui, donc, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Une présence dans 23 pays. Oui. 6800 collaborateurs. 8500. 8500, c'était dans l'autre sens, quoi. Tout à l'heure, tu t'en rappelais bien. Mais... Alors, oui, ça c'est l'apéro. Alors, aujourd'hui, quels sont les métiers et l'offre du groupe ? Bon, en fait, vous avez un problème, on le résout. C'est aussi simple que ça. Oui, très bien. Il faut que ça soit de la matière grise. Et il faut qu'il y ait un peu de technologie, mais voilà, si c'est un problème de vin, tout ça, on trouvera. Tu trouveras quoi ? Ouais, on trouvera. Et alors, aujourd'hui, donc, ces 8600, il y a beaucoup d'ingénieurs, non ? Il y a 8000 ingénieurs. Ouais. D'accord. Et donc là-dessus, c'est une horreur. Est-ce que tu arrives à trouver un ingénieur sympa, motivé, pas cher, fidèle ? On était 5700 il y a 1 an, donc on en a quand même embauché un paquet entre-temps, donc oui. Oui. Et alors, les relais de croissance, donc la France, tu as fait le plein ou c'est vraiment que l'international ? La France, c'est un peu moins de la moitié, c'est 4000 personnes. Ensuite, on est sur les 5 continents avec une grosse présence en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, avec dans l'Assemblée un des acteurs de cette belle croissance, notamment au Moyen-Orient, et après dans plein de pays en Asie et en Océanie. Alors on parle pas mal des problématiques de cloud souverain, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, ce que j'en pense, c'est que c'est un facteur décisif en termes de, non seulement de côté souverain, mais en termes de guerre électronique, de guerre comme on la voit aujourd'hui en Europe. Donc tout ce qui touche à la cyber et au cloud, qui sont en fait totalement liés, ça sera un élément clé de l'indépendance de la France demain. Et le zéro défaut en matière de, on parle de choses gays, de sécurité informatique, il existe ou pas ? Non, ça n'existe pas. C'est impossible. Oui, tout à l'heure, Monsieur Trichet... Donc on tue du pognon pour rien, alors Monsieur Trichet parlait d'un Concorde qui avait failli se cracher, donc voilà, tous les jours il y a des problèmes, mais on les résout. Ouais. On peut pirater la Banque de France et la Banque Centrale Européenne ou pas ? C'est impossible ? Bon, 2-3 Ukrainiens, 2-3 Russes qui se mettent ensemble pour le faire, non ? Ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui, le capital entreprise, qui sont les euro-actionnaires ? Alors, Aztec, ça présente la particularité de n'avoir jamais fait appel à des investisseurs. Donc, c'est simple, c'est moi assez largement. Ensuite, les quelques personnes physiques qui ont mis de l'argent au départ, donc pour à peu près 5%, les managers, 5-6%, et puis 2-3 amis arrivant en cours de route, on va dire. Et l'avenir, c'est quoi ? Tu vas à la bourse, tu vas vendre ? Parce que dans ces métiers, vous êtes tous copains, concurrents, je t'achète, je t'en vends, quoi. En fait, on ne peut jamais savoir. La bourse, non, c'est pas prévu, c'est plus à la mode en ce qui nous concerne. Pour l'instant,
On a prévu de doubler de taille en 4 ans, donc de franchir le milliard de chiffre d'affaires. Et on a coutume, en général, de faire en 2 ans ce qu'on a annoncé qu'on fera en 4. Donc rendez-vous dans quelques temps pour y aller, quoi. Voilà. Et encore, donc il y a des secteurs d'activité sur lesquels tu souhaiterais te développer, parce que tu as quand même acheté pas mal d'entreprises. Tu as acheté combien de boîtes depuis en 20 ans? Alors j'en ai acheté 35. Et c'est quoi les recettes pour pas se planter quand on achète une boîte? Tu as ben droit à 2 heures. D'abord, c'est de ne pas reposer sur la croissance externe pour se développer. Donc nous, c'est quand même 2 tiers internes, 1 tiers externe. Donc l'externe, ça vient en complément. Donc si ça ne marche pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de recette parce qu'on s'est trompé un certain nombre de fois. Mais on a aussi réussi un certain nombre de fois. Il n'y a pas de recette générale. Chaque fois qu'on fait une acquisition, c'est un problème différent du précédent. A fortiori, quand on fait des acquisitions à l'étranger, où en plus du métier, il y a la couleur locale qui compte, les sensibilités, enfin bref. Oui. Donc il n'y a pas une recette, mais il y a beaucoup de présence à avoir. Et tu continues à vouloir racheter, pour grandir? Oui, vous continuez, vous avez un rythme. On est en train d'en racheter 2, et puis bon, vous avez peut-être vu la presse, on s'intéresse à un gros bébé. Donc, oui, donc il y a encore pas mal d'actualités. Voilà, exactement. Bon, et le plus beau métier du monde, c'est astronaute ou c'est patron d'une ETI? Oui, alors bon, moi j'ai eu la chance, quand j'étais à l'école, de côtoyer quelqu'un qui me disait un jour, je serai astronaute. Alors moi, j'adorais parce que je faisais plutôt de l'astronomie, mais c'est quand même pas très éloigné. Donc l'idée d'aller dans les étoiles, c'était assez fascinant. Et ce copain, il y est allé en fait. Il a volé sur la navette américaine, il a volé avec les Russes. Donc il a réussi son rêve. Alors je me dis, il n'est peut-être pas trop tard pour moi. Et alors, tu as aussi beaucoup investi à Saint-Barth, avec des choix, des peines également. Oui, alors Saint-Barth, c'est une histoire d'amour. Un jour, j'ai amené mon épouse en milieu du séjour. Je lui ai proposé qu'on s'installe là-bas. Et moi, j'ai la chance de faire un métier où j'ai besoin de 2 choses. D'une connexion Internet et puis d'un aérodrome ou d'un aéroport à côté. Et à Saint-Barth, il y avait ça. Alors, il y a un petit aérodrome et puis il y a une petite connexion Internet. Donc on s'est posé là-bas, on est resté 6 ans. J'ai continué à diriger le groupe de la même manière. Et puis, parfois des peines, puisque un jour, il y a un méchant cyclone qui nous a détruit notre maison avec nous à l'intérieur. Mais intégralement? Ah oui, intégralement. Ouais. T'étais pas dedans? Bah si, j'étais dedans. Ah oui. si, j'étais dedans. Bon, moi, c'est pas grave. Mais on avait 3 petites filles, qu'on a toujours d'ailleurs. Ouais. Et elles, ça a été un peu plus compliqué. Et là, tu as investi, tu as des villas, c'est ça? Alors, ouais, j'ai démarré depuis 3 ans et demi, une activité dans ce qu'on pourrait appeler l'hospitality. Donc, en fait, on achète des villas de luxe qu'on refait à notre image, toutes sur Saint-Barth. Et ensuite, on les commercialise auprès de... Par exemple, pour donner une petite indication, j'ai un client qui a annulé son séjour le mois prochain, mais il avait une excellente excuse puisqu'il vient d'être nommé secrétaire général de la Maison-Blanche. Ah oui, voilà, donc ce sont des gens très fréquentables. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu vis à Singapour. C'est comment la vie à Singapour? Alors, la vie à Singapour... C'est une grande démocratie, hein? Ouais, c'est très simple. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit dans le monde où c'est aussi facile de vivre là-bas, sauf en période de Covid, où là c'était un peu plus compliqué. Ouais. Moi j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé dans plein d'endroits dans le monde et puis qui un jour ont décidé de prendre leur retraite à Singapour. Alors Singapour, déjà, c'est l'aéroport ou l'un des 2 ou 3 les plus efficaces du monde. Donc, on évite à Paris. Une compagnie sympa aussi. Voilà, une compagnie très sympa. Singapour, c'est au milieu de l'Asie, donc c'est plein de pays avec des cultures millénaires et des pays tous plus beaux les uns que les autres. C'est pas loin de l'Australie et du domaine Penfolds que j'affectionne. Ça c'est très bon, et particulièrement. Donc j'y étais il y a 2 semaines. Donc c'est un de mes vins préférés en fait, le Grange. Vivre à Singapour, c'est mes filles, elles parlent mieux anglais que français, elles parlent mandarin. Et alors, tu adores le Cinoche, là, ça fait très très vieux, mais moi je fais partie de cette génération aussi, donc tu avais 4000 DVD de films, voilà, oui, ils sont partis là, du côté de Saint-Barth, là, et quand tu viens à Paris, tu vas tout de suite regarder des films. J'en ai vu un par jour, je suis arrivé dimanche, j'en ai vu un par jour. Bon, et alors le dernier coup de cœur, c'était quoi? Alors le dernier coup de cœur, c'est Tar. D'accord. Voilà. Et alors, côté vin, donc tu adores le vin, voilà. Ouais. Alors, pas que tu as un souvenir ému. Si je peux me permettre, oui. Puisque l'intervenant précédent parlait du château Clarisse à Puisseguin. Donc moi, quand j'étais petit, mes parents tenaient l'école de village de Belvès de Castillon.
Donc quand on habite à Puisguin, c'est vraiment à côté. Hein. Oui. Donc le Côte de Castillon, bah, je buvais ça à partir de 8 ans. Parce que, 8 ans. Oui, à l'époque. Ça, on va couper quand même, hein, parce que... À l'époque, voilà, c'était un must comme j'étais le fils de l'instituteur, bah, chaque fois qu'il allait voir quelqu'un... Allez, petite bouteille. Oui, alors la bouteille peut-être pas, mais non, un petit verre, quoi, c'était... Voilà, donc, il y a longtemps... Alors, il paraît que tu as un souvenir ému d'un château Palmer blanc. Oui, alors le Palmer blanc, donc, la première fois que j'en ai trouvé, bah, c'est à Singapour. Et le chef du restaurant me dit, c'est un vin, on dit, il n'existe pas. Parce que, voilà, il est quand même difficile à trouver, même si maintenant, effectivement, le Bordeaux commence... Enfin, beaucoup de châteaux du Bordeaux commencent à avoir leur propre blanc. Mais mon meilleur souvenir de Palmer blanc, et ben justement, tiens, puisqu'il est dans la salle, c'est avec Johan. On en a bu un sur le Bund à Shanghai il y a quelques années. Et on a bu à ce moment-là 2 vins assez rares, un Palmer blanc et un Aoyun, qui est le meilleur vin chinois. Absolument. Voilà, c'était une très belle soirée. C'était l'époque où Shanghai, c'était the place to be. Ouais. C'est un vin excellent, quoi. Enfin, si vous avez l'occasion de goûter du Palmer blanc, moi je suis un fan du Palmer rouge. Mais blanc, c'est pas mal aussi, quoi. Et blanc, c'est excellent. Alors, il paraît qu'à chaque fois que tu rachètes une boîte, quand tu parles de la cible, tu donnes un nom d'appellation, un nom de vignoble. Mais oui, absolument. Tu l'appelles Margaux, tu l'appelles... Elle s'appelle Margaux, elle s'appelle Palmer, elle s'appelle Petrus, elle s'appelle Romanée. On donne pas le nom, mais on donne une appellation. Voilà, voilà, ça peut être plus précis, ça peut être Penfolds Grange, ça peut être Montrachet, domaine de la Romanée-Conti, puisque pour moi c'est le meilleur blanc du monde, il est encore meilleur que le Palmer blanc. Ouais, tu cherches quand même sur les pépites. Ouais, dans ta cave, tu as combien de bouteilles? Alors, dans ma cave, j'en ai à peu près... alors, j'en ai pas beaucoup, parce que j'ai pas forcément l'occasion d'inviter beaucoup de gens chez moi à Singapour. On va venir. Tu vas à ta cave. J'en ai 400 chez moi, pour ma consommation personnelle. Et puis j'en ai à peu près 1 million en Suisse dans un coffre-fort. Oui, absolument, que c'était sécurisé. Ça, voilà, sécurisé, dans des bonnes conditions. Alors, en fait, voilà, ça suit la technologie, c'est-à-dire que moi, je peux avoir des équipes, par exemple, qui travaillent pour des départements météo de certains pays dans le monde. Donc, on va s'adapter, en fait, à la demande de nos clients. Nous, on génère pas de... Moi, je ne fabrique pas de produits, hein. Je vends que de la matière grise. Voilà, j'envoie des équipes d'ingénieurs aider mes clients à développer des solutions. Donc, en fait, on évolue au fur et à mesure de la demande des clients et évidemment de la technologie, parce qu'elle a vraiment beaucoup changé. Quoique. Je vais vous donner mes plus gros clients, ça vous donnera une idée. Mon premier, c'est Orange, comme quoi. Oui. Voilà, donc tout le secteur télécom, c'est extrêmement dynamique. Ensuite, dans mes 10 premiers clients, j'ai 3 banques. Donc les banques, alors je sais qu'il y a des banques qui sont dans la salle, c'est très en retard en termes de digitalisation. Certaines pensent être relativement performantes, mais en fait, quand on voyage, hein, on voit d'autres solutions à l'étranger, on voit de l'efficacité. Tout à l'heure, on parlait de payer en cash. C'est vrai qu'en Chine ou même à Singapour, on paye quasiment plus rien en cash. Hein. Oui, il y a vraiment là, Michael, il est parti. Non, ouais. Voilà, donc ensuite, j'ai dans mes clients la première compagnie de services à destination des compagnies aériennes. Donc, chaque fois que vous prenez l'avion, que ce soit au niveau de la réservation de billets, que ce soit le choix de la compagnie, que ce soit le choix de votre place dans l'avion, vous utilisez forcément des logiciels que nous, on a développés. Ensuite, j'ai un constructeur automobile, Volvo, j'ai un groupe pharmaceutique, Roche. Donc que les grands groupes, quand même, que les grands groupes. Tu n'as pas de TI, non? Non, nous, on ne sait pas prospecter les PME, on n'est pas outillés pour ça. Donc tous nos clients sont des grands groupes. Des grands groupes. Bon, on ne va pas attendre 25 ans avant de se revoir, mon ami. Hein, donc il devait être très bien, il a été formidable. On applaudit très chaleureusement Jean-Luc.